Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10. Le Führer toxico. Les forces du Troisième Reich échouaient sur tous les fronts. Mais pourtant, leur leader fasciste persistait à prendre des décisions étonnamment erratiques. Il faisait preuve d'un optimisme irréaliste lors des briefings militaires. En réalité, Adolphe était si confiant que nombre de ses généraux pensaient qu'il avait une arme secrète qu'il attendait de dévoiler. Mais selon l'historien et auteur Norman Ohler, leur seule arme secrète était un mélange de cocaïne et d'opioïdes. Le comportement dément du Führer pendant la guerre a toujours été une énigme majeure. Il a pris des décisions extrêmement discutables qui, selon certains, ont conduit à la défaite de l'Allemagne. Par exemple, envahir l'Union soviétique et diviser ses forces sur deux fronts a sans doute été sa première mauvaise décision sur la voie de la défaite. Mais sa confiance inébranlable et son comportement étrange sont peut-être dus au fait qu'il était dépendant aux drogues. Tout a commencé en 1936 quand il a rencontré un docteur du nom de Theo Morel. Morel était célèbre pour ses injections de vitamines uniques qui, selon lui, rendaient les gens extrêmement performants. Et comme le dirigeant fou était obsédé par sa santé, il a commencé à recevoir des injections quotidiennes de vitamines du docteur. Puis en 1941, il est tombé malade. Morel lui aurait donné des opioïdes pour l'aider à surmonter la maladie afin qu'il puisse assister à ses réunions d'information ainsi qu'une injection d'hormones. Et ces injections se sont poursuivies et ont même augmenté. Et à la fin de la guerre, il était devenu complètement accro à la drogue. Et l'un des plus grands mystères de la guerre à ce jour demeure celui de savoir ce que le docteur Morel utilisait exactement dans les injections initiales de vitamines. Numéro 9. Le voyage mystérieux de Rudolf Hess. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, par une nuit fraîche de mai de 1941, un avion allemand a atterri dans un pâturage écossais. Le fermier local, David McLean, est allé intercepter le pilote qui s'est avéré être Rudolf Hess. Rudolf était le troisième en ligne pour succéder au président fou du Reich comme leader du régime nationaliste, derrière seulement le tristement célèbre Hermann Göring. Et son apparition en Écosse quelques semaines seulement avant que son régime ne lance l'opération Barbarossa et n'attaque l'Union soviétique est l'un des plus grands mystères non résolus de la guerre. Depuis 75 ans, les gens essaient de comprendre pourquoi Rudolf s'est rendu en Écosse. Rudolf a été capturé par les Britanniques avec lesquels il a essayé de conclure un accord. L'histoire raconte qu'il pensait être traité comme un dignitaire et qu'il pourrait faire entendre raison aux Britanniques et conclure un pacte de paix. Au lieu de cela, son plan a été bousillé. Il a été emprisonné, ignoré et passé toute la guerre à être déplacé d'un endroit à l'autre. Il est resté coincé à la Tour de Londres, dans un hôpital militaire, puis enfermé dans la prison de Spandau après les procès de Nuremberg. Rudolf a passé le reste de sa vie en prison et a été retrouvé pendu au fil d'une lampe dans sa cellule en août 1987. Il était âgé de 93 ans. Et à ce jour, personne ne sait pourquoi le plus haut commandant du régime du Reich s'est envolé seul pour l'Écosse, a atterri dans le champ d'infirmiers et s'est laissé capturer. Il voulait soi-disant conclure un pacte, mais quel genre de pacte voulait-il conclure et comment la guerre aurait-elle pu basculer si les Britanniques avaient accepté de l'écouter? Numéro 8. OVNI au-dessus de la Cité des Anges. Le 23 février 1942, l'Amérique était attaquée pour la première fois de la guerre. Le territoire continental des États-Unis a été bombardé. Un sous-marin japonais a atteint la côte de Santa Barbara et a lancé plus de 12 obus d'artillerie sur un champ de pétrole californien, provoquant la panique dans tout le pays. Les Américains pensaient que leur côte était à l'abri, mais les Japonais leur ont fait la démonstration du contraire quelques jours plus tard. Le 25 février, une fausse alerte a amené les militaires de Los Angeles, déjà paranoïaques, à ouvrir le feu dans le ciel de la ville. Et gardez à l'esprit que les tensions étaient particulièrement fortes à ce moment-là. Tout le monde craignait une attaque. Les radars et les militaires de la côte ouest identifiaient tout, des rondins aux bateaux de pêche, comme des navires de guerre japonais.
Et à 2 heures du matin, les radars militaires ont détecté ce qu'ils ont pris pour un contact ennemi à 120 miles de Los Angeles. Les sirènes de l'aviation ont retenti, la ville a été plongée dans le noir et les canons anti-aériens ont balayé le ciel. Des mitrailleuses de calibre 50 ont tiré des coups de feu et des éclats d'obus orange ont traversé le ciel comme les salves d'un feu d'artifice. Finalement, les tirs ont persisté pendant plusieurs minutes avant de s'arrêter. Et quand ils se sont finalement arrêtés, il n'y avait plus que de la fumée dans le ciel. Les militaires de Los Angeles ont tiré plus de 1400 cartouches pour absolument rien. À ce jour, personne ne sait ce qui a déclenché la fausse alerte. Certains disent que c'était une observation d'OVNI, mais d'autres avancent que ce n'était rien de plus que le stress de la guerre et la paranoïa des militaires. Numéro 7, Escadrille 19. Le 19 décembre 1945, 5 bombardiers à torpilles Avenger ont disparu dans le triangle des Bermudes. C'est non seulement l'un des plus grands mystères du triangle des Bermudes, mais aussi l'un des plus effrayants mystères non résolus de la guerre. Les 5 bombardiers ont perdu le contact avec la marine pendant un vol d'entraînement. Puis, les 14 aviateurs et leur avion ont totalement disparu des airs. Les enquêteurs de la marine attribueront plus tard la disparition au chef de vol, le lieutenant Charles Taylor. Selon eux, Taylor aurait confondu l'archipel des Florida Keys avec un groupe de petites îles au large des côtes. La boussole a cessé de fonctionner et tout le groupe s'est retrouvé en pleine mer, loin des terres. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment terrifiantes. Suite à la disparition des 5 bombardiers, un hydravion Martin PBM Mariner est parti à leur recherche. Il a décollé de la station aéronavale de Banana River avec 13 membres d'équipage à bord. Et peu après que l'hydravion soit parti à la recherche de l'escadrille 19, il a lui aussi disparu et n'a jamais été revu. L'armée a ensuite modifié la cause officielle de la disparition des avions en la qualifiant de non identifiée, afin d'éviter de faire porter le chapeau à Charles Taylor. Interrogé sur ce qu'il est advenu aux 13 membres d'équipage de l'hydravion, l'armée a prétendu que l'avion a explosé par hasard en plein vol. Numéro 6, dernières vacances. Il existe une rumeur non fondée selon laquelle le chef du Reich n'est pas décédé dans son bunker à Berlin. Au lieu de cela, lui et sa maîtresse Eva Braun auraient fui le pays. Ils auraient fui l'Allemagne au bord d'un sous-marin ou d'un navire secret qui aurait navigué jusqu'en Argentine et auraient vécu une très longue vie ensemble après la guerre. Ils sont prétendument morts de vieillesse sur les rives de Bariloche, une modeste ville aux portes de la Patagonie. Bariloche est une ville sur le lac et l'un des endroits les plus populaires de toute l'Argentine. Les habitants l'appellent la Petite Suisse, et pour être honnête, elle ressemble plus à une ville que l'on pourrait trouver dans les Alpes suisses qu'au bout du monde en Amérique du Sud. Mais sa ressemblance avec l'Europe n'est pas un simple hasard. Dans les années 1930, les autorités argentines voulaient attirer le maximum de touristes européens sur leurs côtes. Ils ont donc créé la ville de Bariloche comme un petit village de montagne afin que les Européens se sentent plus à l'aise. Ils ont reproduit l'architecture des Alpes au pied des Andes et le projet a été un très grand succès. La ville a rapidement attiré de nombreux touristes à la recherche de paysages suisses à moindre coût. Mais elle est également devenue une plaque tournante pour les fascistes allemands fuyant les poursuites pour crimes de guerre. C'était l'un des refuges les plus populaires pour les Allemands en fuite et beaucoup pensent que c'est l'endroit même où le Führer et sa maîtresse se sont retranchés après la guerre. Bien sûr, ce n'est que pure conjecture. Numéro 5, double mortel. 2 semaines seulement avant l'attaque sanglante de Pearl Harbor en 1941, une étrange publicité est parue dans le magazine New Yorker. La fameuse annonce a été publiée le 22 novembre et montrait un groupe de personnes se cachant d'un raid aérien et jouant aux dés. L'annonce était extrêmement vague et cryptique, mais il disait quelque chose du genre: pourquoi ne pas vous asseoir et planifier les choses que vous souhaiterez avoir si vous étiez enfermé dans un abri anti-aérien pendant Noël? La publicité mentionnait également un jeu très populaire auprès des habitants de Chicago, de Deadly Double.
L'annonce n'avait guère de sens à l'époque, mais après l'attaque de Pearl Harbor et plus tard dans la guerre, Joseph Bell, pilote de transport de la marine, a été informé par un officier du renseignement que l'annonce était un avertissement secret. Joseph a été informé par l'enquêteur qu'il avait été chargé d'enquêter sur le mystérieux Deadly Double, mais chaque piste le menait à une impasse. Le jeu décrit dans l'annonce n'était pas réel, et la société qui était censée le fabriquer ne l'était pas non plus. Mais l'annonce a bien été publiée dans le magazine. Et sur la couverture figurait également une paire de dés avec les chiffres 12 et 7, qui pouvaient facilement être interprétés comme le 7 décembre, jour du bombardement de Pearl Harbor. Nous ne savons toujours pas qui a payé pour cette publicité soit publiée dans le magazine, ni pourquoi quelqu'un voudrait avertir les Américains de l'attaque. Il est peu probable que quiconque lisant le journal ait pu rassembler tous les indices, mais quoi qu'il en soit, l'affaire est vraiment étrange et n'a toujours pas été résolue après toutes ces années. Numéro 4, base gelée. L'un des plus grands mystères non résolus de la Seconde Guerre mondiale se rapporte au leader fou du Reich et à l'Antarctique. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il était derrière la construction d'une base secrète sur le continent gelé. Puis lorsque la guerre a pris fin et que l'Allemagne a été vaincue, le Führer se serait réfugié dans cette mystérieuse base et aurait vécu le reste de ses jours dans la glace. Sa mort aurait été simulée pour qu'il puisse s'enfuir en Antarctique. Certains vont même jusqu'à penser que les Américains ont découvert et ont détruit la base secrète dans les années 50 et que depuis, ils ont étouffé l'affaire. Mais quels sont les faits en réalité ? La vérité est qu'il y a bien eu une expédition allemande en Antarctique juste avant la guerre, en 1938. Les Allemands ont pris leur navire et se sont rendus en Antarctique. Mais ce n'était pas réellement un secret. Ils étaient censés établir une bonne base d'opération pour la chasse à la baleine afin de couvrir leurs besoins en huile de baleine, essentielle à l'époque pour l'économie. En 1946, l'armée américaine s'est lancée dans la plus grande expédition de l'histoire en Antarctique, dont le nom de code était Opération High Jump. Elle comprenait plus de 4700 hommes et 13 navires. La mission était d'établir une base de recherche en Antarctique pour les États-Unis. C'était un très grand succès, mais aucune base militaire allemande n'a été détruite pendant le programme. Et pour autant qu'on le sache, si le Reich avait une base secrète en Antarctique, personne ne l'a jamais officiellement découverte. Numéro 3, les loups-garous allemands. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soldats alliés ont été terrorisés par des loups-garous. Alors que les Alliés s'enfonçaient dans le territoire allemand et que l'armée rouge arrivait de l'autre côté, le leader du Reich était désespéré et dans son désespoir, il s'est tourné vers le surnaturel pour trouver de l'inspiration. Il s'est inspiré des guerrilleros et des techniques de guérilla afin de semer la terreur et de démoraliser les soldats étrangers sur le sol allemand. Mais le plan n'a pas aussi bien fonctionné qu'il espérait. Il a commencé en 1945 par des émissions de radio nationale exhortant les civils allemands ordinaires à se battre contre les envahisseurs indésirables. Chaque Allemand valide a été encouragé à se battre jusqu'à la mort pour sa patrie, et bien que beaucoup étaient trop épuisés par des années de guerre, certains ont fait exactement ce que leur chef voulait. Ils se sont transformés en loups-garous, non pas littéralement, mais en tant que guerrilleros. Ils ont tendu des embuscades et assassiné les forces alliées, et ils ont réussi à semer le chaos et la confusion là où ils pouvaient, et bien qu'ils n'aient pas pu gagner la guerre pour l'Allemagne, ils ont effrayé les Alliés. Et les rapports des services de renseignements alliés de l'époque ont confirmé que les loups-garous étaient loin d'être un mythe, mais une menace bien réelle pour la sécurité des troupes alliées. Pendant la dernière année de la guerre, les troupes alliées vivaient dans la peur constante de tomber dans une embuscade des loups-garous. Numéro 2, le train fantôme. Récemment en Pologne, un groupe de chercheurs passionnés ont mené des fouilles à la recherche d'un train fantôme allemand perdu. Ils ont creusé dans une région isolée et très boisée du sud-ouest de la Pologne, où ils pensent que des tunnels allemands secrets sont cachés sous des décennies de nouvelle végétation. Le train qu'ils cherchent est censé être rempli de pierres précieuses et de trésors pillés dans toute l'Europe pendant le conflit.
Le train aurait disparu à l'intérieur d'un réseau secret de tunnels souterrains au moment où les Allemands fuyaient l'avancée de l'armée soviétique. Les fouilles ont duré plusieurs jours, mais rien d'intéressant n'a été découvert. L'équipe avait initialement détecté des anomalies qui ressemblaient à des tunnels souterrains et espérait vraiment trouver la locomotive enterrée. Mais il n'y avait aucun trésor à trouver. Et ce n'est pas vraiment une surprise, puisque les historiens disent qu'un tel train n'a jamais existé. Il est vrai que les Allemands ont pillé beaucoup de trésors. Ils ont pris des artefacts religieux, de l'or et des biens dans tous les pays qu'ils ont envahis. Une grande partie de ces biens n'a toujours pas été retrouvée. Mais hélas, ce train particulier n'est rien de plus qu'un mythe polonais local. Il aurait disparu sous les montagnes Gorisovie en mai 1944, chargé d'or et de trésors, et n'a jamais été revu depuis. Numéro 1, le globe manquant. Le célèbre et très mystérieux globe du chef du Reich a été conçu spécialement pour lui. Il a été fabriqué à Berlin dans les années 1930. Il y en avait en réalité deux, l'un pour lui et l'autre pour le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Et le globe se trouvait dans son bureau personnel pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. L'autre a été pillé par le soldat de l'armée américaine, John Barsamian, après le conflit. Le second globe est apparu dans une vente aux enchères à San Francisco, soit 100 ans plus tard, et a été vendu pour 100 000 $. Quant au globe principal, il est devenu une sorte de légende. Il est resté dans le bureau du Führer au cœur de la chancellerie entre 1939 et 1945. Mais les soviétiques ont occupé le bâtiment et c'est la dernière fois que le globe a été vu. Et il existe également de nombreux faux. Il y en a au moins 3 à Berlin, dont un au musée des Martyrs et un autre au musée historique allemand. Mais personne n'a jamais été en mesure de retrouver la trace du premier globe. Et cette mystérieuse découverte au Portugal pourrait changer toute l'histoire. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.